presse présente aujourd'hui pour l'invitation que nous leur avons envoyée pour faire une petite conférence de presse suite notamment aux interventions du PM qui ont eu lieu au Parlement lors des PMQ. Voilà, donc on va essayer de reprendre en tout cas ces interventions du PM pour montrer justement que celles-ci sont tout à fait correctes et pour en même temps appuyer un peu le trait sur ce qui est dénoncé par le Premier ministre concernant l'affaire Silverbank. Alors pour petit rappel, et je pense que c'est intéressant de le savoir, la plupart des déposants qui sont ici présents ne sont pas venus spontanément à la Silverbank. Ils étaient tous comme déposants à la Banyan Tree Bank. La Banyan Tree Bank, vous savez, a été mise donc sous administration le 1er avril donc 2020. Et 18 mois après, ou 16 mois après à peu près, on nous a informé qu'un repreneur potentiel pouvait effectivement reprendre la Banyan Tree Bank. Donc on a reçu pas mal de mails en l'occurrence, mais dans ces mails, il était informé ou nous informait que la reprise n'aurait lieu que avec des conditions suspensives. Et ces conditions suspensives, il y avait parmi elles une condition qui demandait aux déposants, en tout cas à la majorité des déposants, de conserver une grande partie de leur dépôt, sous peine par contre de liquidation. C'est-à-dire qu'il fallait qu'il y ait un montant qui reste au sein de la banque équivalent à 35 millions de dollars. Je n'ai pas fait, pas combien ça représente en roupies, mais c'est beaucoup. Voilà, et évidemment, ces mails sont là, on les a, pour le prouver. Par 5-6 mails, à chaque fois, il était rappelé cette condition qu'il fallait, pour qu'il y ait reprise, que 35 millions de fonds restent à la banque. Donc les déposants que nous sommes, comme la très grande majorité, je parle bien de déposants individuels, c'est personnes physiques et entreprises. Donc la très grande majorité a accepté le deal, parce que pour nous, ça voulait dire que déjà il y avait un sauveur qui reprenait la banque, et qu'en même temps, on n'allait pas perdre effectivement donc nos fonds. Voilà. D'accord, c'est un peu pour montrer l'historique et la raison pour laquelle nous sommes tous maintenant, et nous sommes tous rentrés un peu d'office à la Silverbank. D'accord. Voilà, il faut savoir aussi qu'il y a des institutions publiques qui ont fait de même, on n'est pas non plus les seuls. Je pense notamment à l'Université de Port-Louis, de CurePip, la NIC et d'autres en l'occurrence. Voilà. C'était pour un premier point concernant l'historique qui a fait qu'on s'est retrouvé effectivement à la Silverbank. Pour revenir un peu maintenant sur les interventions du PM, je reviens déjà sur une première intervention qui était le 14/2/2026 cette année. Le Premier ministre est revenu sur le scandale en mentionnant les circonstances troublantes dans lesquelles une licence bancaire avait été accordée à la Silverbank. Toujours selon lui, la Silverbank n'avait aucun historique, de même que ses bénéficiaires effectifs n'avaient aucune expérience bancaire. Et là-dessus, bien sûr, on va rebondir en disant qu'il a entièrement raison. La Silverbank, en fait, est née du rachat, donc, comme je vous l'ai dit, de la feu Banyan Tree Bank par Silverstar, une société qui est enregistrée, ou était enregistrée, et quand je dis société, c'est plutôt un fonds d'investissement, qui était enregistré aux îles Caïmans et qui était détenu à 100% par la famille Gupta. Je pense que dans la presse le savent déjà. De Silverstar, comment arrive-t-on à la SBL ? Eh bien, par un montage de structure. Un peu direct, parce que la Silverstar est actionnaire d'une société qui s'appelle Silvernova, qui est enregistrée ici à Maurice d'ailleurs, qui elle-même détient 100% donc de la Silverbank. En allant un peu plus loin, on voit que ce monsieur Gupta est également propriétaire et ultime bénéficiaire d'une société qui s'appelle TNT Metal Holding, dont le business plan est prioritairement d'ailleurs le commerce de métaux, qui est le secteur d'activité principal de monsieur Gupta. Ce qui, dès le départ, on pense, aurait dû soulever au moins une question. Les Gupta avaient-ils suffisamment de connaissances et d'expérience du milieu bancaire ? Apparemment, si on voit effectivement, notamment sur quoi était plutôt le travail de M. Gupta, dans les métaux, c'est pas tellement proche de l'activité bancaire. De plus, quelques recherches après sur le web ont permis de trouver des infos intéressantes sur les antécédents de ce monsieur, avec quelques affaires de fraude déjà depuis 2018. Je rappelle que la Silverbank a racheté la Banyan Tree Bank en 2021. Donc 2018, ça a laissé déjà 3 ans qui auraient permis de montrer et de voir quelques antécédents fâcheux pour M. Gupta. Très rapidement, un courtier en énergie qui aurait perdu 45 millions de dollars,
en traitant avec lui une institution financière d'Hong Kong qui aurait été bernée également par monsieur Gupta. Et il y a un expert financier qui parle également de monsieur Gupta en expliquant que quelques-unes de ces sociétés ont plumé plusieurs banques. Et ça, on le retrouve sur le net. Et je l'ai fait, la recherche, je pense que les journalistes l'ont fait aussi. Voilà, donc ça, on le retrouve sur le net. C'est-à-dire que, pourquoi, effectivement, donc, cette recherche n'a pas été faite, en tout cas, avant de donner la due diligence à la Cyberbank. Voilà. Deuxième interrogation, la BEM donc, a-t-elle fait la vérification suffisante qui s'impose de son exercice? Apparemment non, parce que justement, ce qui est étonnant, c'est que voilà, ces infos n'ont jamais, en tout cas, été récupérées par le board de la BEM. Suite à une nouvelle intervention, le PM a également dénoncé une décision scandaleuse et suspecte du conseil d'administration de la BEM qui a autorisé une participation de 104% à un seul actionnaire. Je pense que déjà tout le monde le sait, en dérogation élémentaire, limitant normalement cette participation à 10%. Et effectivement, c'est Madame Ginny Gupta qui a été identifiée comme la détentrice de 75% donc des parts sociales de la banque et qui était surtout également l'ultime bénéficiaire de cette banque. 75%, et ça reprend évidemment ce que tout le monde sait, attribuer à une personne, c'est quand même assez incroyable, surtout que la BEM parle bien de 10% d'attribution donc de parts pour justement le milieu bancaire. Toute l'augmentation donc nécessite des approbations complémentaires. Voilà, donc c'est quand même étonnant parce que généralement la BEM attribue, c'est possible, mais attribue ça par paliers qui vont de 10% en 10%. Et ça doit répondre à des conditions bien spécifiques. Donc là, effectivement, c'est clair qu'il y a un différentiel de 65%. On se demande bien pourquoi. Donc là, évidemment, une fois de plus, on peut montrer le trait de l'absence, peut-être, de diligence raisonnable de la BOM. Donc, la licence est accordée à la Cyberbank en date du 11 novembre 2021 et le communiqué par contre de la BOM est très minimaliste. C'est un communiqué de quelques lignes où il informe que la Cyberbank a repris la Banyan Tree Bank et ainsi de suite. Par contre, absence complète des noms des propriétaires, qui sont la famille Gupta. Mais bon, je suis quand même surpris que dans un communiqué aussi, j'allais dire, bref, il n'apparaisse pas le nom, en tout cas, des futurs propriétaires de la banque. Pour quelle raison? On ne sait pas. Bonjour. Là, donc, Cyberbank débute ses activités le 16 novembre. Et qu'est-ce qu'on voit aussi? On voit que le CEO qui est nommé au départ est un monsieur qui s'appelle Alexander Bello. Il est resté 8 mois donc, en tant que CEO à la Cyberbank. Et ce monsieur Alexander Bello était connu déjà comme étant le gestionnaire du fonds Silverstar, d'accord, de monsieur Gupta. Donc là, on peut se poser la question de l'impartialité et de la neutralité, justement, que la banque, en tout cas, aurait pu avoir, sachant que ce monsieur Bello vient d'une société qui appartient à monsieur Gupta. D'ailleurs, monsieur Ramboula m'a rappelé lors d'une PMQ aussi que dès l'implantation de la banque, il y avait un axe du mal, allant même à y qualifier certaines pratiques de mafia style. Bonjour. Lors également d'une autre intervention du PM, celui-ci a confirmé, M. Ramboula, que la banque n'avait pas soumis ses comptes audités pour les exercices 2022 et 2023. Contrairement aux obligations prévues par la loi bancaire, le dernier bilan, effectivement, était pour l'opération de l'année 2021. Pourquoi notamment la BEM, qui a un rôle de surveillance et de contrôle, a-t-elle laissé faire sans réclamer des comptes audités à la Cyberbank? Effectivement, en vertu du Banking Act et des directives de la BEM, il y a l'obligation de fournir des rapports. Alors, il y a différentes fréquences, elles peuvent être hebdomadaires pour différentes raisons. La plupart, ce sont donc des fréquences, la fréquence la plus utilisée est mensuelle, où là, logiquement, les banques sont tenues d'envoyer des bilans complets et des rapports surtout sur les expositions au crédit. Et on verra plus tard que la Cyberbank a accepté énormément de crédit et on se demande effectivement si ces rapports mensuels ont été adressés à la BOM de la part de la Cyberbank.
C'est pour ça qu'on pose la question, pourquoi justement il y a eu cette tolérance de la BOM, sachant que évidemment le seul rapport envoyé sont pour l'année 2021, mais qu'il n'y en a pas eu pour 2022-2023. Donc 2024 on comprend parce qu'elle a été mise de l'administration en février 2024. Alors, pourquoi cette tolérance? Peut-être parce qu'en mars 2022, la BEM conduit une inspection sur le site de la banque, et pendant 10 jours, où les employés de la BEM identifient des défaillances catastrophiques déjà. Et c'était en mai 2022, donc quelques mois après l'octroi de la licence. Absence totale d'évaluation donc de prêt, garantie non enregistrée ou enregistrée avec retard. Donc c'est quand même incroyable qu'une banque puisse donner un prêt, que la garantie ne soit pas enregistrée ou qu'elle le soit plus tard. Ça, c'est un peu incroyable. Concentration également des risques au-delà de tout seul prudentiel. Alors, on parle d'une concentration essentiellement sur les métaux, dont l'activité principale de M. Gupta. Alors, il faut savoir, quand une banque accorde un prêt, il y a forcément des garanties qui vont avec. Des garanties fixes, je prends l'exemple, par exemple, d'un bien immobilier, comme ici, d'accord? Si vous demandez après une banque, on demandera des garanties fixes, sûrement, et il y a effectivement donc, ces locaux ici qui montrent que s'il y a un problème de remboursement, eh bien, en tout cas, la banque a possibilité de saisir le bien immobilier. En ce qui concerne notamment donc, le commerce de métaux, on appelle ça une garantie flottante, une charge flottante, qui a beaucoup de risques en l'occurrence. Pourquoi? Déjà parce que ce sont des marchandises qui voguent sur tous les océans, qui vont dans différents ports. Il peut y avoir du vol de marchandises, il peut y avoir notamment un commerce de métal qui ne correspond pas, en tout cas, aux normes standards d'un éventuel acheteur. C'est le cas de l'affaire Trafigura. Je ne sais pas si vous avez suivi, effectivement, M. Gupta est suivi en cours pour une affaire qui s'appelle Trafigura, parce que le nickel qui devait être expédié donc, à des fournisseurs était de mauvaise qualité. Voilà. Donc c'est une fois de plus quelque chose qui est étonnant, que la BOM puisse accorder, ou en tout cas que la Célobanque au départ, accorde des prêts aussi facilement avec notamment ce commerce, sachant qu'il s'agit plutôt d'une charge, une garantie flottante. Il n'y a rien de fixe dans ce domaine. De plus, lors de cette inspection, il est vu, donc l'inspection de mai 2022, que 40 millions de dollars, donc 1,9 milliard de roupies, auraient été déjà décaissés en janvier 2022. Je reviens sur l'historique. 11 novembre 2021, la Célobanque donc rachète la Banyan Tree Bank. Juste une précision, quand vous dites 40 millions de dollars, l'argent qui a été décaissé par les différentes institutions vers cette banque, c'est en dollars ou en roupies? Je crois que c'est en dollars. De mémoire, c'est en dollars. C'est en dollars. En dollars. Voilà, mais en fait, je parle de la valeur en roupies pour montrer un peu, effectivement, le montant. Qui aurait été donc décaissé, je dis aurait été, attention. Le problème, c'est que nous, on n'a accès à aucun rapport. Des rapports, il y en a eu. Il y en a eu énormément. D'ailleurs, justement, suite déjà à cette inspection de mai 2022, il aurait dû avoir des rapports. Mais les rapports, on n'en a aucun. Le seul moment où on pense qu'on pourra les obtenir, si malheureusement, heureusement, je ne sais pas comment le dire, on doit aller en cours. Parce que là, forcément, il y aura obligation de la part de la BOM, de la part peut-être des services financiers, de communiquer les rapports. Des rapports, il y en a en quantité. Donc voilà, donc ces 40 millions de dollars, j'aurais dit, décaissés, sans la moindre due diligence. Et ce qui est étonnant aussi, c'est que les banques ont l'obligation de soumettre ou d'informer la BEM lorsqu'il y a des prêts qui sont octroyés. Tous les prêts, il est dit d'ailleurs même, mais surtout les plus importants. 40 millions de dollars, c'est quand même relativement important. Donc, est-ce que ça a été fait? On ne sait pas. Si ça a été fait, pourquoi la BEM a laissé faire? Pourquoi il n'y a pas eu d'exercice à ce moment-là de due diligence? On ne sait pas. Vers où et pour qui? Et il semblerait que ça soit vers des sociétés liées à M. Gupta. Donc aussi, une fois de plus, comment la BEM a-t-elle pu laisser faire sans réagir et qu'elle ne soit pas intervenue? Alors, je parle de ces 40 millions de dollars, je pose la question, qui pourrait éventuellement correspondre aux 40 millions donc, de dollars qui ont été laissés par les déposants individuels, physiques et entreprises, pour que la reprise de la Banyan Tree Bank puisse être faite par la Célobanque. Vous comprenez là? Comme justement, on a demandé lors de la reprise que les déposants laissent
un minimum de 35 millions de dollars. Est-ce que justement ces 40 millions de dollars n'étaient pas déjà dans les caisses de la banque et que la Silver Bank, donc forcément, les récupère et que M. que la Silver Bank, donc, permette à quelqu'un de les décaisser quelques mois après, 2 mois après. Donc, effectivement, c'est très rapide. Surtout que là, je pense que lorsqu'il y a un décaissement aussi rapide en 2 mois d'existence de banque, ça aurait peut-être pu interpeller la BOM aussi en disant « Waouh, c'est quand même impressionnant. » Donc, est-ce que les capitaux de M. Gupta sont solides? Est-ce que ça ne correspond pas à quelque chose de très non palpable, on va dire? À la suite de ce contrôle, la BEM envoie quand même à la Silver Bank donc un arrêt ordonnant immédiatement tout nouveau prêt. Cet arrêt, il a duré 17 jours. 17 jours, car déjà le 9 juin 2022, eh ben, elle autorise à nouveau la reprise des prêts. Alors, est-ce que, justement, elle autorise parce que, vous l'avez vu tout récemment, la députée Prime Minister, Madame Ariane, c'est ça, Navarre, Marie, si je ne me trompe pas, l'a dit donc l'année dernière, il y a eu 3 placements successifs du Covid Fund, et notamment en avril 2022, 500 millions. La question qu'on se pose aussi, est-ce que justement donc la SBL ou la BEM plutôt autorise la SBL à repartir sur l'octroi de prêts? Peut-être parce que ces 500 millions sont rentrés. On ne sait pas. C'est encore des grands points d'interrogation. Autre fait révélateur aussi, c'est que le rapport de cette vérification courant mai 2022 n'est sorti que 18 mois après, en septembre donc 2023. Pourquoi? Un rapport comme celui-ci, en quelques semaines, il est prêt. Hein. Il est sorti, il a été donc envoyé à la Silver Bank. Pour quelle raison? Peut-être que ce retard aussi, n'était pas bureaucratique, il était peut-être stratégique, possiblement, parce qu'un rapport finalisé comme celui-ci aurait peut-être créé des obligations encore réglementaires, complémentaires, strictes. C'est possible, mais tout ça, ce sont des questions. Hein. Dans une réponse également à une question parlementaire, le Premier ministre parle d'un montant de 3,55 milliards de roupies déposés par les entités liées au gouvernement. Tout ça, on le sait. Il évoque des décisions dictées par l'ancien gouvernement pour embellir artificiellement le bilan de la banque. Il parle aussi d'une incompétence flagrante frôlant l'infraction pénale. C'est lui qui le dit et nous répondons effectivement, ce placement a servi très probablement à combler l'hémorragie donc de la banque qui était pratiquement déjà insolvable. Donc on accepte effectivement donc tous ces fonds publics, en l'occurrence le Covid Fund, qui a placé donc 3 milliards en 3 placements donc successifs, donc avril, août et septembre 2022. On est arrivé à la somme de 3 milliards. Face à tous ces éléments, M. Rongoula parle d'un schéma clair de mauvaise gestion, de fraude délibérée, tout en pointant les failles majeures dans les mécanismes de contrôle de l'époque, les failles de Maurice, parce que c'est l'organisme mandaté par l'État, et dans ses obligations, il y a celle de la surveillance et du contrôle des banques commerciales. Bien, donc les interventions du Premier ministre montrent, s'il en était besoin, que la BEM a entièrement failli dans son rôle de régulation, de contrôle et de surveillance qui lui incombe, notamment dans le cas de, malheureusement, la feu Silver Bank aujourd'hui. On regrette par contre une chose, c'est que jusqu'à maintenant, toutes les interventions du PM ou même de la DPM mardi dernier ne font état que des fonds publics. Quid des déposants individuels, personnes physiques et entreprises? On n'en parle jamais, d'accord? Sachant que là, c'est quand même important, ils le savent sûrement, c'est qu'il s'agit de fonds personnels, de données personnelles, pas de fonds publics. C'est vrai, regrettable sûrement que ces fonds publics soient peut-être perdus, fonds publics du Covid, fonds ou bien des municipalités, d'autres institutions, mais il s'agit là de fonds publics, donc malheureusement du contribuable mauricien aussi, hein, mais pour les déposants que nous sommes, il s'agit de données personnelles. D'accord, données personnelles, on les a mis dans cette banque pour épargner, il ne s'agit pas d'un investissement. Plusieurs fois, il est parlé d'un investissement. L'investissement, moi je veux investir, c'est peut-être effectivement donc, sur les marchés boursiers, c'est peut-être dans une entreprise, voilà. Là, ce sont des placements. Et je reviens également, certains journalistes ont posé des questions en disant mais pourquoi avoir placé déjà au départ vos fonds dans la bannière Puy-Banque? Les taux qui étaient proposés n'étaient pas plus élevés ou à 0,5% que d'autres banques commerciales comme la MCB, comme Afrasia Bank, whatever. D'accord? Bien. Donc,
Pour aller un peu plus loin maintenant sur les manquements de la banque, on va suivre ce qui s'est passé une fois que... Non, c'était pas encore, c'est même quelques jours avant que la banque soit mise sous administration, c'est un an avant, pardon. Le 9 février, il y a un communiqué de la presse qui fait état de la fameuse fraude nommée Trafigura, procédure judiciaire à l'encontre de M. Gupta, notamment ses sociétés, pour une fraude de plus de 26 milliards de roupies. Je crois qu'à l'époque, enfin pas à l'époque, en dollars, ça représente 575 millions de dollars, donc énorme. La Cour de Londres a émis d'ailleurs un ordre de gel, pardon, sur les avoirs et actifs de M. Gupta. Donc ça, très rapidement, ils mettent bien sûr un ordre de gel ou une ordonnance de gel sur ses actifs. Quelques jours après, la BEM, donc le 13 février 2023, concernant donc cette affaire Trafigura, stipule que la Silverbank n'est exposée en toute façon aux sociétés de Gupta ou de lui-même en personne. Elle affirme enfin que la Silverbank est suffisamment capitalisée, mais que la BEM surveille la situation. Un peu étonnant, parce que je pense qu'à ce moment déjà la SBL connaît des problèmes de trésorerie. Silverbank de son côté, donc quelques jours après, émet à peu près le même communiqué que la BEM a émis. Le ministre des Finances de l'époque aussi, en revenant, disant que la Silverbank est bien capitalisée et qu'elle fait des profits. Des profits en 2023, je pense qu'on aurait dû le savoir, mais bon. Aussi, comme il est dit que la Silverbank n'est en aucune façon liée aux sociétés de Gupta, il y a un truc qui interpelle, c'est que si M. Gupta, qui n'est directeur ni actionnaire, sachant quand même que sa femme détient 75% donc départ, comment se fait-il, c'est un quotidien qu'il annonce en février 2023, qu'il aurait proposé donc 15 millions de dollars, donc 292 millions de roupies à la société Trafigura, en utilisant le financement de la Silverbank à Maurice, en proposant 2 lettres de crédit. C'est factuel, on le sait, il y a 2 lettres de crédit qui ont été proposées à Trafigura, justement dans cette affaire de fraude supposée. Donc ça veut dire que si M. Gupta arrive à obtenir à la Silverbank 2 lignes de crédit, une de 15 millions de dollars, je crois, et l'autre de 7 millions, je pense, c'est qu'il y a quand même des intérêts propres, en tout cas, à la Silverbank. Le 16 mars 2023, 500 millions des 3 milliards du Covid déposés à Silverbank ont été transférés à la BEM. Ok, peut-être dû à la controverse qu'il y avait entre la société Trafigura et M. Gupta. Le Covid Fund, lui, est resté jusqu'à la fin 2023. Pour une grande partie, je crois qu'il restait après que 500 millions. C'est les fameux 500 millions dont parle la DPM, je pense, de marié dernier. Alors pourquoi l'information nous a été refusée? Pourquoi nous autres épargnants, nous n'avons pas été informés en tout cas que la BEM retirait des fonds et avait pu retirer des fonds? Sous quelles conditions? Est-ce que c'était des fonds qui arrivaient à terme d'un dépôt? Est-ce que c'était des fonds qui étaient encore en cours du dépôt fixe initial et qu'ils ont pu le récupérer? On n'a pas été informés. Peut-être que pour nous, ça aurait été bien de le savoir et peut-être qu'à ce moment-là, on aurait éventuellement demandé aussi à sortir. Peut-être, je ne sais pas. Bien. Ce qui est étonnant aussi, c'est que juste après que le Covid Fund ait été retiré en 2023, la SBL accepte à nouveau 3 nouveaux milliards de roupies. Incroyable. Et que là, on laisse faire, alors que des officiers permanents sont restés 1 an à la Silverbank, de février 2023 à février 2024. C'est-à-dire que ces inspecteurs de la BEM auraient dû voir l'arrivée, déjà la sortie massive du Covid Fund et deuxièmement l'arrivée massive des 3 milliards qui venaient à nouveau dans les comptes de la Silverbank. Bon, puis arrive malheureusement le communiqué de la BEM pour nous dire, nous faire part de la mise en administration le 13 février 2024. C'est à ce moment-là qu'on a commencé à s'intéresser au dossier Silverbank parce que jusqu'alors, nous, on était au courant de rien. Les intérêts semestriels étaient versés sur nos comptes respectifs, donc tout allait bien pour nous. Malheureusement, quand la mise en administration est arrivée le 13 février 2024, on a commencé à dire « Waouh, à nouveau, on a connu ça avec la Bank Bank, on recommence avec Silverbank, et là, on commence à s'intéresser. Pourquoi ?» Et c'est là qu'on apprend, très rapidement après, le 20 février, donc une semaine après, que M. Gupta aurait siphonné 7,7 milliards de la SBL, de la Silverbank.
Tous ces prêts ont été déboursés à des entités proches de M. Gupta entre janvier 2022 et janvier 2023, en un an. C'est énorme. Hein. 7,7 c'est quand même énorme. Comment ça a pu être possible? Parce que la structure même de la Silverstar a permis à M. Gupta, puisque c'est Silverstar qui détient Silvernova et Silverbank, donc aurait permis à M. Gupta d'utiliser SBL comme un outil de financement pour ses propres activités de négoce via sa société TMT, en proposant des garanties financières de la Silverbank pour ouvrir ses transactions avec justement sa société de métaux, en montrant bien que là il y a un lien entre la SBL et les sociétés de négoce de M. Gupta. On découvre en février 2025, et là c'est grâce au conservateur M. Gokul, on découvre un rapport qui dévoile les durées de traitement d'obtention des prêts et le nombre de jours, surtout après la consultation donc de ces sociétés. Alors ce rapport, il est là. Il est là, j'ai sorti sur la presse de vœux, je pense que vous l'avez peut-être, hein, c'est un tableau où tout est mentionné. Il y a notamment donc, le temps d'acceptation effectivement pour les prêts, les sociétés et les montants. Et quand on regarde les montants, waouh, on se dit quand même incroyable, ce ne sont pas les petits montants. Hein, ça va très souvent, 200 millions, 200 millions, bref. Donc c'est quand même énorme, bon, les tout petits montants aussi évidemment. Et dans ce rapport, c'est ça qui est le plus flagrant, c'est qu'il y a 47 prêts sur 168, 44 sur 68 qui ont été accordés en moins de 30 jours à des sociétés parfois qui n'avaient comme durée d'existence que 5-10 jours plus, bien sûr, mais certaines ont été vues qu'elles n'avaient que 5 jours d'existence. Comment accorder un prêt de 100 millions, 200 millions à une société qui existe depuis 5 jours? Incroyable. Bon, ça c'est le cas extrême, évidemment. Mais la plupart, il est dit, avaient malheureusement des existences de moins de 30 jours. Sur les 68, 44 existences de moins de 30 jours. Comment on peut accorder des prêts aussi importants à une société qui ont 30 jours d'existence? Incroyable. Où sont les garanties? Quelles garanties? Donc là, c'est certain que manifestement tout ça, c'est encore quelque chose qui aurait dû être vu par la BOM, parce que des prêts aussi rapides, il semblerait que même en un mois, c'est plusieurs milliards qui soient partis. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est incroyable, inadmissible même. Voilà, sur les 5 milliards accordés à des entreprises étrangères douteuses, 900 millions ont été prêtés à 18 clients mauriciens, également jugés maintenant irrévocables, et 1,4 milliard alloués à 9 entités mauriciennes. Ces fonds qui ont été transférés très rapidement sur des comptes à l'étranger, d'où la grande difficulté maintenant, essayer de retrouver la traçabilité. C'est le rôle, et j'espère que Monsieur le Premier ministre le fera, puisqu'il a dit dans une intervention assez proche, enfin pas proche, assez récente, je cherche les mots, excuse-moi, assez récente, qu'il a fait appel à Interpol justement pour essayer de retracer toutes ces fraudes qu'il y a eu au sein de la Silverbank. Voilà, donc je reviens là-dessus, hein, comment on peut en si peu de temps, laisser partir des prêts aussi rapidement. Cette rapidité défie toutes les règles bancaires, c'est sûr, tous les principes même de prudence édictés par la Banque centrale. Bien, pour terminer, je vais aller assez vite parce que c'est un petit monologue là, ouais, heureusement. Pour terminer, voilà, c'est également prouvé, c'est factuel, en 24 mois d'existence de la Silverbank, 2 ans, le ratio de son capital s'est effondré de presque 50% à 8%. Énorme. Et là, c'est pareil. Les ratios de solvabilité sont logiquement regardés par les banques centrales. Il y a des rapports même qui doivent être envoyés pour un ratio de solvabilité, je crois que c'est trimestriel, de mémoire. Mais on peut demander à ce qu'ils deviennent mensuels, voire hebdomadaires. Pour certaines banques, quand on sait que malheureusement, elles n'ont pas forcément une grande solvabilité. Ben voilà. Donc là, une fois de plus, pourquoi la BEM, qui reçoit normalement ces chiffres, trimestriels ou mensuels, peu importe, ne voit rien et ne fait rien. Elle les voit peut-être, mais en tout cas, elle ne fait rien. Pourquoi? Devant également tous ces éléments factuels aussi, et les déposants l'ont demandé, l'ancien second député-gouverneur, vous savez qui c'est, je ne vais pas le citer, il avait demandé aussi au gouverneur, l'ex, d'aller vers une enquête forensique, donc essayer de retrouver tout ça. Bon, ça a été refusé malheureusement, et nous, on est toujours en attente d'une enquête forensique, même indépendante et peut-être, pourquoi pas, étrangère, comme c'est arrivé d'ailleurs pour Mauritius, hein, je crois.
pour Air Mauritius, pas Mauritius, pardon, j'ai oublié le R, pour Air Mauritius, justement, il y a une société étrangère qui est venue me faire un audit. Bien, on aimerait savoir aussi, hein, si effectivement on n'a pas accès au rapport, au moins qu'on puisse savoir tout ce qui s'est passé voilà, dans cette banque. Et on pense véritablement que cette fameuse banque, la Silverbank, a probablement été utilisée comme pivot, comme blanchisseuse peut-être aussi, pour les transactions douteuses, notamment toutes celles qui sont liées à ce monsieur Gupta, parce que pratiquement tous ces milliards sont partis dans les entités appartenant à monsieur Gupta. Voilà, donc la Silverbank, c'est peut-être justement tous ces faits qui nous montrent monsieur Gupta obtient la licence, enfin lui. La Silverbank, sachant qu'elle appartient à un fonds d'investissement dont le propriétaire est M. Gupta, il n'a rien à voir dans le milieu bancaire, c'est accordé. Est-ce que derrière tout ça, il n'y a pas déjà, au départ, manifestement, quelque chose qui montre que cette Silverbank va servir à M. Gupta pour toutes ces opérations frauduleuses, douteuses. Voilà, c'est un peu ce qui nous interpelle. Bon, donc ça veut dire aussi, bien sûr, que la BEM a complètement failli à tous ses devoirs, ça c'est clair. Notamment, et ça a été rapporté par le Premier ministre, suite à un signal d'alerte qui a été notamment adressé, je pense, à la BEM par un monsieur qui s'appelle Yannick Sadasingh, qui montrait déjà qu'il y avait des transactions douteuses concernant ce monsieur Gupta. Ce monsieur, donc, Sadasingh, qu'est-ce qu'on a fait? On l'a mis de côté, d'accord? Quelque chose encore, qui dit pourquoi, alors que lui amène des éléments factuels, notamment concernant ces transactions. Aussi, devant tous ces éléments, et en attendant de pouvoir accéder aux nombreux rapports, comme je l'ai dit, rédigés, chiffrés, réalisés par les inspecteurs de la BEM, par le conservateur et par les futurs, ceux de monsieur Hans Bilto, qui est le receveur dans le cas de sa liquidation, on accuse la BEM d'être à l'origine de ce désastre financier par sa passivité, par son manque de surveillance et de contrôle de la feu Silverbank. Voilà, parce qu'on pense que justement c'est à cause de toutes ces absences concernant la Banque centrale qu'on est arrivé à la situation qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire la liquidation de la Silverbank. Voilà, monologue terminé, je suis heureux, merci, je vais passer la parole maintenant à monsieur.